Salam alaikum Zulfillaoun, bonjour. Youssef Wild Dada. Cette photo est pour lui rendre honneur et pour rappeler son souvenir. Nous n'avons pas encore sa photo, elle sera là dès demain. C'est ce citoyen mozabite qui a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir filmé des policiers en train de dévaliser un magasin. C'est dire. Mais venons-en au sujet du jour. L'opposition en Algérie est comme un moteur diesel. Il faut du temps pour que ça chauffe, pour que ça s'emballe, pour que ça parte, enfin. Mais l'opposition à l'opposition, elle part au quart de tour et tire plus vite que son ombre. L'opposition à l'opposition, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi s'opposer au régime quand c'est tellement plus confortable de s'attaquer à tout ce qui bouge contre le régime? Ça ne rapporte pas à tous les coups, mais c'est jouer sur du velours, encore qu'à vouloir vaincre sans péril, etc. Dans un précédent top 3, j'avais prédit que le régime n'allait pas rester les bras croisés devant une initiative aussi menaçante pour lui que celle de la Conférence pour les libertés et la transition démocratique. Parmi les méthodes que nous lui connaissions, j'avais évoqué celle, entre autres, qu'il allait tenter pour faire imploser les forces et les personnalités qui s'étaient assises autour d'une même table. J'avais aussi parlé de la curieuse attitude du FFS qui était passé du ni boycott, ni élection, ni participation, ni appel à l'abstention, du ni grand format au si grand boulevard, ou plutôt au oui-ouisme tout azimut. Oui à la CLTD, sans fermer la porte à un éventuel oui à oui Yahya. Les prévisions n'ont pas tardé à se réaliser. Les membres de la CLTD n'avaient pas encore quitté leur chaise que l'artillerie lourde se déchaîna contre eux. Mais plutôt que d'être lancée depuis les tranchées du régime, elle explosa sur les réseaux sociaux, venant parfois de militants plus ou moins sincères, plus ou moins aigris, dont certains se sont sentis exclus, au moment où d'autres ne ruent dans les brancards que par réflexe, voire par tic, parce qu'ils ne savent rien faire d'autre que de mal réagir à tout. Les attaques y furent déclinées à tous les temps et sur tous les tons. Et ainsi, la CLTD fut travestie par la magie des touches fébriles des claviers déchaînés en repère de top du DRS pour les uns, en ramassis hétéroclite de losers pour les autres. Voici quelques phrases lapidaires que j'ai récoltées ici et là au gré d'une navigation un peu aléatoire. Je cite. C'est un axe Zeralda El Mouradia. Le CLTD, est-ce l'empreinte du DRS? Des personnalités et des appareils qui ont été des acteurs parfois très actifs durant la décennie noire sont désormais présentés comme des grands révolutionnaires. Ensuite, un clan soutient l'autre, un clan s'en prend à l'autre. Ensuite, belle initiative démocratique que d'appeler l'armée au secours. Ensuite, CLTD, le mariage du jour et de la nuit. Ensuite, la conférence des tourneurs en rond. Ensuite, Laouya Hamrouch, le régime fait mouche. Et j'en passe, de formules du genre qui foisonnent sur le net, pour ne pas dire qu'elles y pullulent. Mais les plus acerbes viennent des radicaux du camp éradicateur et de celui des salafistes. C'est la surenchère entre les deux. La CLTD n'a pas essuyé que des tirs ennemis. Parmi les militants, les propres militants des partis qui y ont participé, les extrémistes des uns et des autres n'y sont pas allés de main morte. Les premiers, adulateurs de la secte de Zérodicator, accusent Saïd Saadi et tous les autres du camp dit démocratique d'avoir prêté leur image et d'avoir donné en spectacle leurs effusions avec les méchants tangos. Les seconds, flics de Dieu sur terre, lancent leurs anathèmes trempés dans du vinaigre.
du vin aigre, contre les représentants du Fils qui ont trahi le serment de ne pas envisager d'autre alternative que celle d'un califat islamique, d'où serait banni quiconque n'y ferait pas une inconditionnelle allégeance. C'est dire que le régime n'a plus à se faire de soucis. Ceux qui se chargent pour lui à sa place de démolir la CLTD se bousculent au portillon. Le plus drôle, s'il n'était lamentable, est que nombreux parmi nos amis du clavier reprochent avec vigueur à la CLTD de vouloir représenter le peuple sans son avis, au moment où eux-mêmes parlent au nom du même peuple et s'en font les représentants quasi exclusifs. Je vous rassure, nous sommes bien en Absurdistan. Aujourd'hui, liberté. Liberté, s'il vous plaît. Près d'une semaine après la tenue de la conférence nationale sur la transition, Mohsen Belabbas fait le bilan. Al-Watan. Après la conférence de l'opposition, le FFS accepte l'invitation de Yahya. Al-Watan toujours. Abdelrazak Makri, tout le monde est d'accord pour l'intervention de l'armée. Avec nous, pour parler de ces sujets, Mohsen Belabbas, président du RCD, et Ali Boukhlef, journaliste. Mohsen Belabbas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mohsen Belabbas. Oui. Alors, y a-t-il déjà de l'eau dans le gaz de votre initiative? Non, je pense qu'en politique, quelle que soit l'initiative qu'on lance, quelle que soit l'action qu'on réalise, il faudra l'évaluer de tout point de vue au lendemain de sa réalisation, de sa réussite, voire même de son échec. C'est le minimum que doit faire un responsable politique. Et je pense que nous sommes dans l'étape de l'évaluation de cette première action de la CLTD qui, je suis sûr, n'est qu'à ses débuts. Nous l'avons dit dès le départ, la conférence du 10 juin est une première conférence qui va donner suite à d'autres actions, d'autres conférences thématiques, d'autres conférences avec d'autres acteurs politiques. Nous avons été très clairs dès le départ. Il s'agit pour nous de construire de nouveaux rapports de force pour peser sur le pouvoir afin de l'amener à la table des négociations. Donc c'était important pour nous de commencer à l'évaluation. D'ailleurs, même au niveau de la coordination, des commissions techniques qui ont travaillé à la réalisation de cette conférence, que ce soit sur le plan de l'organisation, que ce soit sur le plan de la communication, que ce soit sur le plan des finances, ont commencé leur réunion depuis déjà quelques jours. Il y a une réunion de l'instance des présidents qui est programmée pour mercredi, qui elle aussi va aller dans le sens de l'évaluation de cette première action, mais c'était le minimum. Alors, ceux qui ont été avec vous dans l'initiative et qui vont maintenant s'asseoir à la table de Yahya, continueront-ils de faire partie de votre initiative? Pourront-ils être là et là-bas? D'abord, il faut être très précis. La conférence du 10 juin, nous l'avions dit, était ouverte à tous les acteurs politiques, quelle que soit leur sensibilité, quelle que soit leur position sur des questions conjoncturelles, même si moi-même, j'ai trouvé anormal qu'un certain nombre d'acteurs viennent participer à cette conférence qui postule une transition démocratique et participe dans le même temps à des consultations à Libye organisées par un pouvoir au mal de légitimité et de crédibilité. C'est ce que j'ai soulevé hier dans mon premier commentaire par rapport à cette conférence nationale. Il y a d'autres points négatifs, comme attendu, c'est connu au niveau de la classe politique. Il y a beaucoup d'acteurs qui, à défaut de s'installer d'une manière franche et claire
dans l'opposition préfèrent avoir un pied là, un pied dans le système, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup d'acteurs qui font partie du système et qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place. Donc, parmi ces gens qui font partie du système, beaucoup ont participé à la conférence nationale. Donc, moi, je dirais que d'une manière ou d'une autre, le système était partie prenante de la conférence que nous avions organisée le 10 juin. C'est important aussi de préciser que nous sommes dans le début de la constitution d'un consensus sur les objectifs, même si c'est pas très clair, parce que j'ai vu qu'un certain nombre d'acteurs ont commencé à dire que tout le monde est d'accord sur la participation ou bien l'intervention de l'armée dans ce processus de transition démocratique. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un consensus à ce niveau, parce que nous sommes parmi les partis politiques qui préconisons un retrait de cette institution de la scène politique. Nous avons été jusqu'à demander la dissolution de la police politique. Donc il y a beaucoup de points qui ne sont pas totalement tranchés. Restez avec nous, Mohsen Belabbas. Avec nous, Ali Boukhlef, que nous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Bonjour, Ali. Alors, vous avez écrit un article sur la question. Comment expliquez-vous cette attitude du FFS qui, après avoir rejoint les travées du régime, avait adopté une attitude de nini et qui maintenant dit oui à tout? Est-ce pour ne fâcher personne? Est-ce pour ne pas faire de vagues? Je crois que le FFS s'est inscrit depuis notamment les dernières élections législatives de 2012 et plus spécialement après le retrait du chef historique Aït Ahmed dans une nouvelle logique qui est celle de rapprochement avec le pouvoir. Mais bien sûr que ce parti qui a prôné depuis plus de 50 ans une opposition outrancière ne peut pas se déjuger de jour au lendemain. C'est pour cela que lorsque la CNL, donc la Coordination nationale des libertés et de la transition démocratique, lui a fait appel, il était présent. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, j'avais écrit à ce moment-là, j'étais l'un des rares à le faire d'ailleurs, que le FFS allait également être présent à la rencontre de Yahya pour une simple raison, que le FFS pense, au moins politiquement et publiquement, qu'il faut un consensus, et ce consensus-là se concrétise par des rencontres donc à tous les niveaux de responsabilité, mais en même temps, je crois qu'il doit y avoir quelque chose que personne n'a avoué et qu'il faut qu'aujourd'hui le FFS est inscrit dans une autre trajectoire. C'est ce qui a poussé beaucoup de cadres à quitter le parti en 2012 et ce qui a poussé beaucoup de cadres à quitter plus tard et d'autres vont quitter dans les prochains jours. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais c'est malheureusement la réalité. Et aujourd'hui, malheureusement, aucun autre responsable de ce parti, y compris les représentants les plus officiels, ne peut expliquer la position du parti. Personne ne peut absolument nous dire dans quel camp est le FFS. Il est vrai qu'ils n'ont pas participé au dernier changement du gouvernement, même si ils disent qu'ils ont été sollicités, mais il est évident aussi qu'ils ne vont rater désormais aucune occasion que le pouvoir va proposer, parce qu'ils pensent, d'ailleurs, comme la CNLT dit dans certaines de ses recommandations, qu'il faut discuter avec le pouvoir, sauf que l'opposition, au nom desquelles parle M. Blabbas, dès qu'il faut aller vers des discussions avec le pouvoir, mais après avoir renforcé l'opposition, il a fait veut des négociations avec le pouvoir dès le début, or que le pouvoir lui-même refuse la négociation avec l'opposition. Donc c'est ça qui fait que la position du FFS est incompréhensible et parfois bizarre à certains moments. Et comment expliquez-vous que, personnellement, je n'y trouve pas d'explication, qu'un parti comme le FFS, réputé parmi les Algériens comme étant un parti vraiment pur, vraiment dur, qui a mené une opposition très intransigeante jusqu'à refuser la présidence de la République, mute ainsi, et à un point où on ne sait plus ce que devient Aït Ahmed, on ne sait plus ce que devient sa base militante, qui semble presque s'être volatilisée. Personne ne pose de questions au FFS et personne ne demande des comptes à la direction presque occulte du FFS, à croire que la vraie direction du FFS est devenue un ovni dont tout le monde parle mais que personne ne voit. Absolument, vous avez raison sur ce point précis, parce que l'impression, et c'est l'impression de beaucoup d'observateurs et de beaucoup de journalistes, qu'il n'y a plus un seul centre de décision au FFS.
Dans le passé, nous savions en général qu'il y avait Aït Ahmed qui a décidé, mais il avait quand même des représentants. Ici, je ne parle pas des représentants officiels, hein, je parle de ce que Bouhanef appelait le cabinet noir, un groupe de personnes, de 30 personnes, qui avaient la confiance de Hachem Ahmed, qui avaient de l'influence sur le premier secrétaire national. Mais là, le problème, c'est que nous ne savons pas avec exactitude qui décide. Nous savons qu'il y a un pôle, le présidium, mais qui n'a pas beaucoup de rôle à jouer, notamment des personnalités comme l'Askri et les autres, à un degré moindre, Rachid Halati et comment il s'appelle, Mohamed Sherifi. Pour les autres, ils n'ont absolument pas de décision. Et alors là, le premier secrétaire national, il y a donc un groupe, et je crois que c'est le même, selon mes informations, qui tient encore les rênes au sein du FFS et qui est toujours influent au sein de ce parti, et qui est en train de changer apparemment de stratégie dans une posture qui voudrait dire qu'il faut maintenant être souple avec le pouvoir après l'avoir combattu. Mais quel est ce groupe? Qui constitue ce groupe? Qui constitue ce groupe? Quel est-il? Très franchement, c'est difficile d'en parler parce que ça serait peut-être versé dans les informations, mais je sais qu'il y a des anciens conseillers d'Aït Ahmed Chérifi et d'autres qui sont toujours influents au sein du parti. Un jour, ça va être connu auprès des militants, mais ce que je comprends et ce que j'ai entendu, c'est que ces responsables-là pensaient que le FFS était effacé de la scène politique, qu'il fallait reprendre langue avec le pouvoir pour probablement exister une nouvelle fois politiquement. Et c'est un choix qui donnera ses résultats un jour ou l'autre. Et on verra probablement d'autres changements dans l'attitude de ce parti dans les prochains mois. Restez avec nous, Ali Boukhlef. Mohsen Belabbas, en suivant les déductions de Ali Boukhlef, ne pensez-vous pas que le FFS pourrait demain représenter une sorte de jonction entre la vraie opposition, celle qui est maintenant dans la CLTD, et le régime? Est-ce qu'il ne pourrait pas représenter une sorte de passerelle, puisque lui est déjà dans le régime, il a rejoint, il n'y a plus de doute là-dessus, mais qu'en même temps il garde un pied chez vous? Je pense qu'on a été très clair dès le départ. Il ne s'agit pas pour nous de trouver un intermédiaire entre l'opposition et le pouvoir en place. L'idée, c'est de travailler à construire un rapport de force qui n'existe pas en ce moment. Il y a un début de concrétisation de cet objectif à partir du moment où beaucoup d'acteurs politiques et sociaux ont accepté de venir débattre pour une fois ensemble autour de la même table durant la conférence du juin. Mais nous sommes encore loin de la constitution du nouveau rapport de force que nous recherchons. C'est pour ça que j'ai insisté dans ma critique de cette conférence sur le fait que la société civile n'a pas pu s'exprimer comme il le fallait durant cette conférence, alors que si vraiment nous voulons construire un véritable rapport de force qui puisse peser pour amener ce pouvoir à venir négocier son départ, il faudra s'appuyer sur la société civile, il faudra s'appuyer sur la jeunesse qui était très peu représentée durant cette conférence nationale. Quand on fait une évaluation, il faut y faire une évaluation sans concession, c'est de notre intérêt, parce que quand il y a des points négatifs, il faut les dire pour mieux recadrer, pour mieux corriger la trajectoire, parce que moi, je suis convaincu que nous avons intérêt à réussir cette construction. Mais justement, Mohsen Belabbas, sur Liberté, vous avez clairement exprimé cette sorte de colère que tout le monde n'a pas été associé, notamment des forces très importantes, telles que celles que vous venez de citer, que c'est une erreur que de ne pas avoir associé des forces qui auraient pu peser un peu plus que celles qui étaient présentes. Oui, parce que au niveau du RCD, on s'est avancé dès le départ pour faire en sorte à ce que beaucoup d'acteurs de la société civile soient invités à cette conférence nationale. Nous les avons ramenés, puisqu'il y avait beaucoup d'associations de disparus qui sont venus à cette conférence nationale. Il y avait des victimes du terrorisme qui étaient venues à cette conférence nationale. Il y a même des représentants de la police communale qui sont venus à cette conférence nationale. Il y a des associations de jeunes. Il y
a un syndicat d'étudiants, il y a des associations de femmes, il y a donc toute la société civile qui était représentée, des syndicats, des syndicalistes du monde de l'éducation, de la santé, etc. Mais tous ces gens-là n'ont pas pu... Mais est-ce à dire que vous pourriez refaire une autre conférence avec ces forces dont vous parlez? Moi, je dis qu'il faudra les associer d'une manière sérieuse à tout ce que nous faisons. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient que le changement ou la transition démocratique va se faire essentiellement en se basant sur des enfants du système. Il ne faut pas les exclure. Oui, mais il ne faut pas construire nos projections sur la base de ces gens-là. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des parrains dans mes initiatives, parce que des gens qui ont échoué quand ils étaient à l'intérieur du système, et qui ont échoué même quand ils ont quitté le système, parce qu'ils ont été incapables de lancer des initiatives depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, ça pose problème. Il faut les écouter, il faut les associer, mais il ne faut pas construire seulement autour d'eux. On veut construire un rapport de force. Le rapport de force se construit en associant la jeunesse et en associant la société civile. Alors, à propos de force et de parrain, justement, que pensez-vous de la déclaration très récente de Mokari qui dit tout le monde est d'accord pour l'intervention de l'armée? Est-ce que vous êtes d'accord? Et si oui, qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je l'ai exprimé à plusieurs reprises. Nous sommes exprimés sur le... Et lui a dit tout le monde est d'accord, hein, je précise. Il n'engage que sa personne. Quand il déclare quelque chose, personne ne peut parler au nom des autres. Nous sommes un parti politique, je représente un parti politique qui demande la dissolution de la police politique, qui dit que l'institution de l'armée doit être laissée à l'écart des luttes politiques, il doit s'occuper de ses missions constitutionnelles, la surveillance des frontières, défense du territoire national, etc. Donc on a été très précis dans ce que nous disons. Maintenant, il y a effectivement un certain nombre de militaires en retraite qui se sont impliqués dans l'action politique ces dernières années. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi, de mon point de vue, est anormal. Nous sommes le seul pays au monde où on trouve des candidats à la présidentielle qui sont des généraux en retraite, on trouve des politologues qui sont des généraux en retraite, on trouve des journalistes qui sont des colonels en retraite. Je n'ai pas vu ça, par exemple, dans le cas tunisien. Maintenant, on ne peut pas les exclure, mais ces gens-là ne peuvent pas représenter l'institution militaire. Et s'ils devaient représenter cette institution militaire dans cette conférence nationale, moi, je ne vais pas participer à cette conférence nationale parce que je suis convaincu qu'il faudra éloigner cette institution du combat politique et des luttes politiques. Ça veut dire qu'il faut éloigner l'armée, y compris donc ces généraux recyclables qui sont recyclés dans d'autres, après avoir été des patrons et des barons, des parrains de l'armée, se recyclent donc dans la périphérie du pouvoir. Mais si demain un Makri affirme une telle... il fait une déclaration, tout le monde est d'accord pour l'intervention de l'armée sans en dire plus, on peut tout imaginer et n'importe quoi. Et à côté de Hamrouche qui appelle carrément, presque directement au coup d'État, avec vous qui avez une vision plutôt républicaine d'une armée qui doit devenir la grande muette, ça veut dire qu'elle ne s'exprime pas, qu'elle n'a pas à s'exprimer sur le champ politique, vous allez donc vous retrouver dans une même dynamique, mais avec des voix très discordantes. Oui, il y a ce risque. Nous avons dit dès le départ, pour nous, il s'agit de créer les conditions de l'exercice politique et de la compétition politique, parce que le problème algérien, c'est d'abord un problème de légitimité des institutions et de légitimité des dirigeants. Et c'est pour ça qu'il fallait travailler à construire un minimum de consensus autour de... Ah, nous avons perdu Mohsen Belabbas. Monsieur Ali Boukhlef. Ali Boukhlef. Oui, je suis là. Ouais. Alors, vous avez entendu ce que dit Mohsen Belabbas qui répond à la déclaration un peu fracassante pour le moins de Makri qui dit « Tout le monde est d'accord pour l'intervention de l'armée ». Et Mohsen Belabbas dit « N'en est pas question,
nous ne sommes pas d'accord, mais alors pas d'accord du tout. Et c'est donc une première discordance de taille qui apparaît au sein de cette initiative démocratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il était évident dès le départ que les partis qui composent la CNDD ne sont pas d'accord sur tout. Et la conception que se font les uns des autres de l'intervention et du rôle de l'armée est différente. Donc, il y a des hommes comme Hamrouch, par exemple, qui pensent que rien ne sera sur l'armée. Oui. Mais il y a des gens qui pensent que l'armée doit être tenue à l'écart de ces consultations-là. C'est pour cela que des divergences comme celle-là ont été pour l'instant mises de côté de la part de ces partis-là qui n'ont pas voulu insister trop sur cette affaire-là et se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire les grands fondamentaux qui peuvent constituer des points d'entente entre ces partis-là. Mais l'armée suscite toujours des polémiques et des dissensions entre différents segments de la société. Il y a ceux qui pensent que l'armée, comme entité, ne pose pas problème, mais le problème, ce sont un groupe un carton de généraux corrompus ou qui se mettent de la politique qui pose problème. D'autres disent qu'il y a une nouvelle génération de médias qui est arrivée au commande, donc il faut lui faire confiance, ça ne pose pas de problème. Mais d'autres vous disent que l'armée est l'armée, elle doit tenir son rôle, l'armée républicaine, et rester à l'écart des dissensions politiques. Et c'est une position qui me semble être très juste. Ali Boukhlef, merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt sur la chaîne Magharibia. Mohsen Belabbas, oui, oui. Nous vous avons perdu, nous vous avons retrouvé, heureusement, fort heureusement. Alors dites-moi, moi je considère que cette déclaration de Mokri est un peu, j'allais dire, extrême, puisque normalement, dans ce genre d'initiative, les gens évitent d'en arriver à des positions qui peuvent choquer ou heurter les autres. Mais bon, la déclaration est dite. Est-ce que ça ne risque pas de faire voler en éclats votre initiative? Je ne pense pas que cela puisse voler en éclats cette initiative parce que nous avons affaire quand même à des acteurs qui sont responsables, qui essayent de réfléchir comment faire sortir notre pays de la crise. Les uns et les autres doivent s'en tenir au minimum consensuel qui a déjà été discuté. Il y a beaucoup de questions, effectivement, sur lesquelles nous ne sommes pas tous d'accord. Mais les uns et les autres disent qu'il faut créer les conditions de l'exercice politique et de la compétition politique dans ce pays, parce qu'il viendra un jour où, effectivement, il va y avoir une compétition sur des programmes, une compétition entre les solutions que préconisent les uns et les autres, et c'est pour ça que c'est important que toute la classe politique soit associée. Voilà. Très bien, Mohsen Belabbas, je vous remercie, j'espère vous revoir bientôt, et l'actualité brûlante qui s'annonce fera que nous vous appellerons certainement plus que d'habitude. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Cette émission est maintenant terminée. Je voudrais demander à tous les spectateurs et toutes les téléspectatrices de ne pas oublier cet homme qui a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir filmé des policiers en train de dévaliser un magasin. J'aimerais que tous les Algériens se mobilisent autour de cette question pour empêcher ce régime de continuer à se livrer à de telles, j'allais dire, atrocités. Cette émission est terminée. Salam alaikum, à demain. Merci.